Fois de ce retard. J'ai compris. Voilà. Parfait. Bienvenue pour cette dernière réunion de l'année, cette dernière présentation de l'année. D'accord. C'est bon. Donc, bienvenue à tous. Bon, comment dire, la recommandation habituelle, coupez votre micro, ce qui nous permettra d'en entendre et de voir Bruno. Et donc, nous allons de ce pas rejoindre Bruno sur effectivement notre opéra de diva, hein, qui est quand même une œuvre tout à fait intéressante. Je vous passe le micro, Bruno. Très bien. Est-ce que vous m'entendez tous? Très bien. Normalement? Impeccable. Parfait. C'est technique. Et je vous ai Eh même ben, je vous ai bon- même en stéréo, là. Et donc, je vous entends de là, je vous dois de l'autre côté, donc c'est parfait. Je suis bonjour. surround. Allez-y. Bonsoir à tous et à toutes. On va donc ce soir évoquer une œuvre, oui, comme le disait Jean-François, une œuvre magnifique, enthousiasmante, d'un lyrisme éperdu. C'est Adriana le Couvreur de Francisco Cilea. Alors, la production que vous allez découvrir, pour ceux qui la verront pour la première fois le 19 janvier, est une production qui date de 2015. C'est donc une reprise. C'est la première fois que nous reprenons cette production dans la mise en scène de David McVicar. Alors, Adriana le Couvreur, quelques mots sur le compositeur, qui n'est pas forcément très connu. C'est un compositeur italien qui est né en 1866, qui est mort en 1950. Alors, il a composé, il a abordé différents genres. Il a abordé le poème symphonique, la suite pour orchestre. Il a écrit des œuvres pour piano, également donc une sonate pour piano et violoncelle, un trio pour piano, violon et violoncelle. Mais Cilea ne serait pas passé à la postérité s'il n'y avait pas eu Adriana le Couvreur, incontestablement. Il a écrit en tout 6 opéras, 5 ont été édités, le dernier ne l'a jamais été, il n'a jamais été créé. Donc, il y en a 5 qui sont plus ou moins connus, dont l'Arlésienne et donc Adriana le Couvreur. Mais si Adriana le Couvreur donc n'avait pas existé, je pense qu'à l'heure actuelle, nous ne parlerions pas ou quasiment jamais de Francesco Cilea. Alors, quelques mots sur la genèse d'Adriana le Couvreur, justement. On est en 1897. 1897 et Cilea vient de créer au Teatro Lirico de Milan l'Arlésienne. Et l'Arlésienne ne rencontre pas le succès qu'il espérait. Et du coup, il est extrêmement déçu, à tel point qu'il décide d'abandonner, comme on dit, la carrière, d'arrêter de composer. Il ne veut plus composer. Et il accepte du coup la chaire d'harmonie à Florence. Il va se recycler, il va devenir professeur. Et puis, un jour, il reçoit une lettre de son ancien professeur qui s'appelle Paolo Serrao. Et voilà ce que dit Paolo Serrao. Il dit, que te dire de ta magnifique Arlésienne? C'est une fleur de printemps, la fraîcheur d'un génie vrai et puissant. Laisse tomber les dissonances de cartes, de septième et de neuvième de l'Institut et pense à composer. Dieu l'a voulu ainsi. Tu resteras toujours un médiocre professeur, tandis que tu pourrais être parmi les premiers compositeurs du passé, du présent et du futur. Très belle lettre de Paolo Serrao. Et du coup, cette lettre va pousser Chilea à renoncer à la pédagogie et à se remettre à la composition, tout simplement. Et c'est ce qui va nous valoir Adriana le Couvreur. Voilà l'histoire, en fait, une lettre d'un professeur qui le pousse à se remettre à la composition. Et il va choisir un sujet qui est en fait une pièce de théâtre française, Adrienne Le Couvreur, écrite par deux grands auteurs dramatiques de l'époque, Eugène Scribe et Ernest Le Gouvet. Et la pièce Adrienne Le Couvreur a été créée à la Comédie Française en 1849. 1849. Elle a eu un très grand succès. Et donc, Chilea décide d'adapter cette pièce d'Ernest Le Gouvet et de Eugène Scribe. Pour ça, il va demander à un certain Arturo Colaiuti, qui est à l'origine poète et directeur d'un journal à Naples. Il va lui demander de travailler, d'être le librettiste de son futur opéra.
Et la genèse, en fait, d'Adriana Lecouvreur va être assez longue, 3 ans. Il va falloir, en fait, 3 ans, 1899-1902, pour que l'œuvre soit finalisée et qu'elle soit créée en novembre 1902 au Teatro Lirico de Milan. Et là, le succès est absolument triomphal. Triomphal. Le plus gros succès de Francesco Cilea. Alors, il faut dire qu'il peut compter sur une brillante distribution, puisque dans le rôle de Maurizio, le rôle pour ténor, il y a donc rien moins qu'Enrico Caruso. Voilà. Caruso qui avait déjà chanté également dans L'Arlésienne, l'opéra précédent de Cilea. Donc, le succès est au rendez-vous immédiat et il va s'imposer très rapidement. L'œuvre va s'imposer sur les plus grandes scènes internationales et devenir l'œuvre incontournable du répertoire que l'on sait. Donc, l'œuvre ne va pas connaître, si je puis dire, de traversée du désert. Alors, de quoi parle Adriana Lecouvreur? Nous sommes à la Comédie Française. Au XVIIIe siècle, la période est plus particulièrement la période de la Régence, c'est-à-dire la période charnière entre la mort de Louis XIV et la majorité de Louis XV. Pendant 15 ans, 1715-1730, c'est Philippe d'Orléans qui a assuré tout simplement l'intérim, si je puis dire, du pouvoir ou la Régence. C'est pour ça qu'on a appelé ça la Régence. Et Adriana Lecouvreur est une immense tragédienne. Et au moment où l'opéra commence, elle doit jouer le rôle, de Roxane dans la pièce Bajazet de Racine. Et est venu la rejoindre, avant qu'elle ne monte sur scène, son amant. En fait, son amant, c'est Maurice de Saxe. Mais elle ne sait pas. Maurice de Saxe cache sa véritable identité, fait croire qu'il est quelqu'un qui connaît Maurice de Saxe, mais il ne dit pas son véritable nom. Adrienne donc ne sait pas que c'est Maurice de Saxe, pour autant ils sont amants, ils s'aiment tous les deux. Et juste avant de monter sur scène, Adrienne va placer un petit bouquet de violettes, va donner un petit bouquet de violettes à Maurice de Saxe, ce qui est en fait qui Maurice de Saxe. Pendant ce temps, nous découvrons deux autres personnages, le prince de Bouillon et l'abbé de Chazeuil. Ils vont intercepter une lettre censée avoir été écrite par la Duclos, qui est en fait une comédienne aussi de la comédie française de l'époque. Et dans cette lettre, la Duclos donne rendez-vous à Maurice de Saxe dans un pavillon le soir même. Or, il se trouve que le prince de Bouillon est en quelque sorte l'amant de la Duclos. Et donc, du coup, il est jaloux. Donc, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va organiser une soirée avec les comédiens de la pièce de Racine et il leur donne tous rendez-vous le soir même. Où ça? Ben, tout simplement dans le pavillon. Il souhaite prendre sur le fait, en quelque sorte, la Duclos et l'adultère de la Duclos. Sauf que, ce que l'on apprend, c'est que la Duclos sert de prête-nom à la princesse de Bouillon. Ce n'est pas la Duclos, en fait, qui a rendez-vous avec Maurice de Saxe, mais c'est tout simplement la princesse de Bouillon qui est également la maîtresse du grand séducteur qu'est Maurice de Saxe. Et du coup, eh ben, Maurice accepte le rendez-vous et se rend au rendez-vous de la princesse de Bouillon. S'ensuit un duo entre les deux et qu'annonce Maurice à la princesse? Eh ben, il lui annonce tout simplement qu'il a une autre maîtresse, qu'il aime quelqu'un d'autre. Il ne lui dit pas son nom, mais qu'il aime quelqu'un d'autre. Donc, la princesse est furieuse, bien sûr, mais elle souhaite savoir qui c'est et Maurice refuse de dire le nom de sa nouvelle maîtresse. Sur ces entrefaits, l'abbé de Chazeuil et le prince de Bouillon débarquent. Il faut donc que la princesse de Bouillon puisse se cacher pour éviter d'être surprise. Et donc, elle se cache dans une sorte de boudoir. Elle se cache dans une sorte de boudoir. Sur ces entrefaits arrive Adrienne Lecouvreur. Adrienne Lecouvreur qui a donc un duo avec Maurice de Saxe. Et c'est là où Maurice lui révèle sa véritable identité. Et il demande à Adrienne, il lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui est caché dans ce boudoir, je vous demande une chose, c'est de l'aider à sortir, à fuir, tout en préservant l'anonymat de son identité. Hein. Donc, vous ne découvrirez jamais qui elle est, parce qu'en plus, nous sommes la nuit, dans le noir, etc. Mais acceptez en tout cas d'aider à la fuite de cette dame. Et donc, Adrienne accepte de faire confiance à Maurice et accepte de faire fuir cette personne qui n'est autre, bien sûr, que la princesse de Bouillon. Et au moment où la princesse fuit,
il y a un bracelet qui tombe. Elle ne s'en aperçoit pas, mais son bracelet tombe. Et Michonnet, qui est le régisseur du théâtre et qui est amoureux en secret d'Adrienne le Couvreur, ramasse le bracelet et le donne à Adrienne. Fin du deuxième acte. Au troisième acte, donc en fait, bien sûr, du coup, la jeune femme qui est sortie et qui a fui et Adrienne ont découvert, sans savoir qui est l'autre, mais se découvrent rivales en amour. Elles ont toutes les deux compris qu'elles aiment le même homme, Maurice de Saxe. Au troisième acte, eh ben, on est chez le prince de Bouillon, il y a une soirée chez le prince de Bouillon. Donne une soirée. Et là, je vais vite, mais chacune des femmes va essayer de savoir, elles vont se révéler mutuellement, elles vont jeter le masque, et donc la princesse de Bouillon va comprendre que c'est Adrienne le Couvreur qui est sa rivale, et inversement. Et à la fin de l'acte, la princesse de Bouillon demande à Adrienne de jouer quelque chose autour d'Ariane, Ariane Anaxos. Et Adrienne ne veut pas jouer ça, elle préfère jouer Phèdre. Et elle va donc dire un grand monologue de Phèdre dans lequel, eh ben, tout simplement, le sujet, c'est l'adultère. Et en plus de ça, Adrienne porte le bracelet de la princesse de Bouillon. Et donc la princesse de Bouillon va vivre comme une humiliation le fait qu'Adrienne ait récité ses vers de Phèdre tout en faisant allusion à l'adultère. Et donc, que va vouloir faire la princesse de Bouillon? Elle va vouloir se venger, d'où le quatrième acte. Au quatrième acte, nous sommes dans la loge. D'abord, il y a toute une scène très belle avec les comédiens de la comédie française, tout un passage avec les comédiens de la comédie française. Adrienne et Michonnet sont là. Et puis ensuite, on passe dans la loge d'Adrienne le Couvreur et elle reçoit un paquet, un coffret. Dans ce coffret, il y a un bouquet de violettes. Et Adrienne est persuadée que c'est un cadeau d'adieu de Maurice de Saxe. Elle hume les violettes et ensuite arrive Maurice de Saxe, qui la détrompe, qui lui dit non, je ne veux pas te quitter, au contraire, je t'aime, je t'aime. Et là, Adrienne sent qu'elle décline progressivement. Et Michonnet est également présent, le régisseur de théâtre est présent. Et tous les deux, Maurice de Saxe comme le régisseur, comprennent que ce sont en fait les fleurs, les violettes, qui ont été empoisonnées. Et elles ont été empoisonnées par qui? Bien sûr, par la princesse de Bouillon. Et donc, Adrienne, l'opéra se termine par la mort tragique d'Adrienne dans les bras de Maurice de Saxe et de Michonnet. Voilà. Et tout le monde pleure, bien sûr, à la fin de cet opéra, tant il est beau et émouvant. Alors voilà, donc, ce que l'on peut dire, ce qui est intéressant dans Adrienne le Couvreur, d'abord, première chose, c'est que on est à l'origine dans une comédie-drame, ce que Ernest Le Gouvet et Eugène Scribe qualifiaient de comédie-drame. C'est-à-dire qu'en fait, ils pratiquent le mélange des genres. C'est-à-dire qu'on est en même temps dans la comédie, on est même dans ce que l'on pourrait qualifier de vaudeville. On est vraiment dans l'esprit du vaudeville avec multitude d'intrigues, de rebondissements. Donc il y a une vraie dimension comique dans la pièce d'Ernest Le Gouvet et d'Eugène Scribe. Et puis, il y a bien évidemment aussi une dimension dramatique liée au parcours d'Adrienne Le Couvreur et de sa mort tragique. Donc les deux éléments, les deux tonalités en quelque sorte, s'interpénètrent. Ça, c'est dans la pièce de Le Gouvet et de Scribe. Et Arturo Colaiuti va reprendre cette matière, va être globalement fidèle à l'intrigue, sauf qu'il va considérablement simplifier. Ça, c'est très important de le comprendre, c'est logique, il va simplifier. Il va simplifier, comment va-t-il faire? Eh bien, il va prendre la pièce qui fait 5 actes et il va supprimer le premier acte, prendre quelques éléments du premier acte et les déplacer dans les autres actes, de sorte que l'opéra ne fera plus 5, mais 4 actes. Le quatrième acte également, dans le quatrième acte de la pièce, il va supprimer 5 scènes. Donc vraiment, il va élaguer, concentrer. Il va également supprimer un personnage, il va développer le personnage des comédiens. Les 4 comédiens qui entourent Adrienne Le Couvreur vont être développés et les 6 personnages principaux, eux, vont tendre vers plus de dramatisme, vers plus de lyrisme. Et oui, forcément, on passe du théâtre à l'opéra et donc, très clairement, eh ben, les personnages sont plus lyriques et sont plus dramatiques. Alors, autre élément, bien sûr aussi, c'est que la pièce comme l'opéra apporte une forme romance d'une certaine façon la vie d'Adrienne Le Couvreur. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
la pièce de Le Gouvet et de Scribe, et donc le livret de Colaiuto, s'appuie sur un contexte historique. Adrienne Lecouvreur a véritablement existé. Elle a été une très grande tragédienne de la comédie française. Elle était d'ailleurs admirée par Voltaire, qui lui a écrit une épître et qui lui a également écrit une élégie. Lorsque Adrienne Lecouvreur est morte, Voltaire a écrit une élégie. Donc il avait une immense admiration pour Adrienne Lecouvreur. Et la relation sentimentale avec Maurice de Saxe a véritablement existé aussi. Et également le fait que la princesse de Bouillon était une rivale en amour. La seule chose qu'on ne sait pas historiquement parlant, c'est est-ce que Adrienne Lecouvreur est véritablement morte empoisonnée ou elle est morte d'autre chose. Là, on n'a pas de véritable assurance sur la fin tragique d'Adrienne Lecouvreur. Mais en tout cas, les autres éléments vont puiser dans la biographie d'Adrienne Lecouvreur. Donc c'est intéressant de le comprendre. Pourquoi? Parce que le cadre dans lequel on évolue est un cadre qui balance entre la vie réelle et la vie théâtrale. C'est-à-dire qu'en permanence, on passe de l'un à l'autre, entre l'Adrienne Lecouvreur, comédienne de la comédie française, et en même temps la vie privée d'Adrienne. Donc ce passage en permanence, l'interpénétration de la vie privée et puis de l'autre, de la vie, si je puis dire, publique d'Adrienne Lecouvreur. En tout cas, l'adaptation de Colaiuto est extrêmement habile, de sorte que on voit par exemple que on a 4 actes et que les actes impairs sont des actes qui sont extérieurs. Le premier se passe à la Comédie Française, le troisième se passe chez le Prince de Bouillon pendant une fête, alors que les actes 2 et 4 sont des actes intimistes. Le deuxième acte se passe dans un pavillon de chasse de nuit et le quatrième se passe dans la loge d'Adrienne Lecouvreur. Donc, de sorte qu'on passe en permanence de l'extérieur à l'intérieur, du public au privé. De même que on oppose les scènes spectaculaires, les scènes de groupe aux scènes intimes. Ça aussi, ça fait la variété de l'œuvre, ça fait sa diversité, parce que tout simplement, on passe en permanence d'une ambiance à une autre. Du coup, le livret, on peut considérer que, avant de parler de la musique, le livret est extrêmement habile. Incontestablement, l'adaptation faite par Colaiuto de la pièce de Le Gouvet et de Scribe est une adaptation qui est formidable, qui est extrêmement bien faite, qui est dramatique, qui est lyrique et qui conserve également les éléments de comédie que l'on trouvait dans la pièce originelle. Alors maintenant, qu'est-ce que Chiléa va en faire? Eh ben, en fait, Chiléa, il faut bien comprendre qu'il fait partie, enfin, de façon, je dirais, presque schématique. Il fait partie d'un courant esthétique qui s'est développé à la fin du 19e siècle et qui est la jeune école, ce qu'on a appelé la jeune école italienne, ou l'école vériste. C'est quoi l'école vériste? Ben, en fait, c'est une, c'est un esthétique qui, en même temps, s'inscrit dans la continuité du Verdi, par exemple, de la Traviata, et en même temps, donc, il reste fondamentalement italienne par le sens du cantabile, le sens du chanté, le primat donné au chant, et en même temps, la volonté chez les compositeurs de la jeune école italienne de d'assumer en héritage les nouvelles formes musicales du drame musical allemand, c'est-à-dire que Wagner est également influence beaucoup la jeune école italienne. Et autre élément aussi qui est capital, c'est de proposer des personnages qui évoluent dans un contexte réaliste. C'est-à-dire que jusque-là, l'opéra, c'était l'opéra qui mettait en scène des héros auxquels il était difficile de s'identifier. Et ben, grâce aux compositeurs viristes, eh ben, on a affaire à des personnages qui sont des personnages d'un milieu souvent plus modeste. Ce sont souvent, par exemple, ce sont des comédiens. En tout cas, ce sont des personnages d'un milieu modeste et auxquels il est possible de s'identifier. C'est en ça qu'on parle de vérisme, c'est-à-dire de réalisme, d'approche réaliste. D'ailleurs, le vérisme, c'est en fait un héritage, c'est une déclinaison du naturalisme en littérature hérité de Zola. On pense, quand on parle de vérisme en musique, on pense d'abord et avant tout au naturalisme, et notamment au naturalisme littéraire de Zola. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout simplement, Chiléa appartient en quelque sorte à cette esthétique, au même titre que Mascagni, que Leoncavallo, que Giordano et que Puccini. Même si Puccini
est associé à ce courant, là aussi de façon un peu superficielle, il est incontestable que certaines œuvres de Puccini répondent à cette esthétique vériste, typiquement Tosca ou Il Tabarro, un des trois opéras, par exemple, du triptyque. Ce sont des œuvres qui sont fondamentalement, ou en tout cas, qui vont puiser dans le vérisme. C'est la raison pour laquelle on associe Puccini au courant vériste. Et donc, Cilea, on l'associe au courant vériste et incontestablement, il a été influencé par Puccini. Quand on écoute Cilea, on pense énormément à Puccini, même si on peut aussi penser à Verdi, même si aussi quelques éléments peuvent faire penser à Wagner, il est incontestable que le maître absolu de Cilea, celui qui l'aura le plus influencé, c'est Puccini. Alors, en quoi Puccini influence Cilea? Eh bien, il l'influence déjà dans la façon dont Cilea va utiliser les thèmes conducteurs. Alors, quand on pense aux thèmes conducteurs, aux motifs conducteurs, on pense souvent, on pense d'abord et avant tout à Wagner. Mais Puccini utilisait des thèmes conducteurs de deux façons différentes. Il y avait ce que l'on appelle des motifs de situation et ensuite des motifs de caractère, c'est-à-dire les motifs, les premiers motifs, les motifs de situation, ce sont des motifs qui vont unifier une scène que Puccini utilise de façon récurrente dans une scène spécifique pour unifier la scène, ou il va utiliser de façon spécifique dans un acte pour unifier globalement l'acte. C'est le motif de situation. Et puis les motifs caractéristiques, ce sont les motifs qu'on retrouve chez Wagner, qui sont des motifs récurrents qui vont soit qualifier un personnage, soit qualifier une psychologie, et donc qui vont revenir de façon récurrente quand, par exemple, un personnage apparaît. Ce sont les motifs caractéristiques. Puccini utilise beaucoup les motifs de situation, comme le faisait également Massenet. Et je crois vous avoir déjà dit plusieurs fois combien Puccini payait un lourd tribut à Massenet dans cette utilisation des motifs de situation, c'est-à-dire des motifs qui permettent d'unifier une scène. Et Cilea ne fait pas exception à la règle. Lui aussi utilise deux types de motifs, des motifs de situation et des motifs qui vont renvoyer à un personnage, etc. Il va utiliser ces deux types de motifs et ces motifs vont unifier l'ensemble de la partition, vont structurer la partition, vont être l'élément unificateur pour permettre à Cilea d'obtenir une unité dramatico-musicale. Mais bien qu'il y ait cette unité, incontestablement, on voit bien les coutures. C'est-à-dire que Cilea, et Puccini, on le voit aussi souvent, on voit bien que Cilea procède souvent par numéro. C'est-à-dire qu'on arrive à détacher au sein de l'opéra des airs, des duos, des ensembles, et bien évidemment, le chœur est présent. Donc, au sein d'une trame qui se veut unifier, on arrive à identifier très clairement les moments où il y a des airs, des duos, etc. Il y a deux superbes airs écrits pour Adriana Lecouvreur, il y en a trois pour Maurice de Saxe, il y en a un pour la princesse de Bouillon. Voilà, chaque personnage a un certain nombre d'airs à défendre. Il y a également de sublimes duos, dont le duo du dernier acte entre Maurice de Saxe et Adrienne Lecouvreur, mais le duo aussi du premier acte, qui sont superbes. Hein. Donc on voit bien ce qu'on appelle ces formes à numéros qui, telles des perles, hein, il y a le fil du collier et puis il y a les perles. Et ben ces perles, ce sont ces grands moments que je qualifierais de bravoure vocale. Parce que ce qui fait incontestablement les vertus et l'intérêt de l'œuvre, ce qui fait que les gens aiment tant cette œuvre, c'est que c'est une œuvre qui est profondément lyrique, qui est admirablement écrite pour les voix, avec des mélodies qu'on pourrait qualifier de amples et généreuses, comme on les trouve chez Puccini. Quand je fais encore le parallèle avec Puccini, parce que typiquement, on retrouve ce même lyrisme prégnant dans Adriana Lecouvreur. Donc, c'est en ça que cette œuvre est une œuvre finalement extrêmement équilibrée, une œuvre magnifique, c'est que le sujet en lui-même est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui mêle les genres, je dirais vaudeville, et en même temps, je dirais que c'est un destin tragique, c'est un parcours tragique au sein d'un vaudeville, d'une certaine façon, donc les deux y sont, une adaptation extrêmement équilibrée, et là-dessus, une musique, une partition qui est très subtile, très élégante. Alors, beaucoup se pincent le nez en parlant de l'orchestration de Cilea, en disant que c'est une orchestration simpliste. C'est faux, il y a beaucoup d'élégance
dans l'orchestration de Cilea. On le voit très bien d'ailleurs parce que je vous disais qu'il avait été influencé par l'école italienne et influencé notamment par Verdi et par Puccini, mais on sent qu'il a aussi été influencé par les maîtres du 18e. Il y a une élégance toute 18e dans la partition d'Adriana Lecouvreur. Il y a une volonté chez Cilea, comme il y a une volonté notamment chez Massenet, par exemple, de replacer les personnages dans un contexte 18e. Quand je pense à Massenet, je pense par exemple typiquement à Manon, et pour cause 18e, et en plus c'est la période de la Régence. Donc on est vraiment dans ce souci de stylisation musicale pour nous replonger dans une époque spécifique. C'est en ça que je dirais, pour synthétiser finalement, je dirais que Adriana Lecouvreur est sans doute le dernier opéra vériste par son sujet, par le contexte historique et par la façon dont l'approche est une approche plutôt réaliste, mais que c'est un opéra qui s'en démarque par sa stylisation musicale, comme chez Puccini, sa stylisation musicale, mais aussi par la finesse de ses mélodies, l'inspiration mélodique et la qualité, l'élégance de sa courbe musicale et de sa courbe vocale. C'est-à-dire qu'on sent bien chez Scilia qu'il n'y a pas une volonté, comme chez Mascagni, comme chez Leoncavallo, de ces compositeurs vérisques, de marquer le coup, d'utiliser parfois même le cri, de prendre en quelque sorte le public à la gorge, mais il y a toujours chez lui un souci de style, qu'il soit musical, qu'il soit orchestral ou qu'il soit vocal. En ça, me semble-t-il, il se démarque résolument du vérisme et il se rapproche, je le répète, de l'esthétique puccinienne. Voilà ce que l'on peut dire d'Adriana Lecouvreur. Alors, l'œuvre, vous l'aurez compris, est une œuvre magnifique, enthousiasmante. Ça, c'est une chose. Encore faut-il que sa traduction scénique le soit. Or, incontestablement, la mise en scène de David McVicar est une splendeur. C'est vraiment une des mises en scène qui, moi, m'a le plus enthousiasmé depuis que je suis à l'opéra. Ça fait depuis 25 ans maintenant que j'y suis. C'est un spectacle qui a été, donc, comme je vous l'ai dit, donné pour la première fois en 2015, mais qui avait été créé 5 ans auparavant, en 2010, à Covent Garden, avec, s'il vous plaît, Jonas Kaufmann et Angela Gheorghiu. Donc vraiment une distribution absolument superbe. Et que fait McVicar? Eh ben, il n'essaie pas d'être plus intelligent que l'œuvre. C'est bon signe, généralement, c'est le signe des metteurs en scène intelligents, c'est-à-dire qu'ils respectent l'œuvre. Donc, il va partir de deux éléments, deux axes, comme le fait souvent Carsen. Deux axes très simples. Le premier, c'est Adrienne Lecouvreur a existé, tragédienne de la comédie française. Aucune raison de transposer l'action à une autre époque. Nous sommes résolument à l'époque du sujet 18e siècle à la comédie française. Donc, ce que fait Matt Vicard, c'est qu'il replace l'action dans son contexte historique avec élégance, avec raffinement, dans les ors, si je puis dire, du 18e siècle. Premier élément. Deuxième idée, très simple, nous sommes dans un contexte théâtral. Adrienne Lecouvreur est une grande tragédienne de la comédie française. Eh bien, tout simplement, pendant les 4 actes, je vais proposer une scénographie qui me renvoie au monde du théâtre. Le premier et le quatrième acte, on est dans un théâtre, une sorte de théâtre de tréteau. On pense au théâtre de Molière. On a vraiment l'impression parfois d'être chez Molière. C'est incontestable. Ça, c'est le premier et le quatrième acte. Le deuxième acte, dans le pavillon, eh ben, tout se passe, en fait, la scène est une scène d'une certaine façon de théâtre. Et le troisième acte, chez le Prince de Bouillon, eh ben, il se passe des choses aussi sur une sorte de scène de théâtre, notamment l'intermède dansé, puisqu'il y a un intermède dansé au troisième acte, eh ben, cet intermède dansé est donné chez le Prince de Bouillon, sur une scène de théâtre. Voilà. Donc, en permanence, on est dans l'univers, dans l'ambiance du théâtre. Voilà, c'est aussi simple que ça fonctionne formidablement bien, je le dis, c'est vraiment élégant, c'est racé, c'est un tableau de Watteau, hein, finalement, hein, on pense au tableau de Watteau, c'est exactement ça, c'est cette subtilité-là, cette élégance-là, tout y est dans les costumes et dans les décors. Voilà. Donc, spectacle satisfait ou remboursé, voilà, on pourrait utiliser cette formule commerciale, mais c'est incontestable. Les gens qui vont voir ce spectacle en ont pour leur argent et en ressortent avec des étoiles dans les yeux. Voilà, c'est très très beau. Alors, la seule petite chose que l'on peut dire en toute objectivité, parce qu'il faut essayer d'être objectif, c'est que l'approche de David McVicar est un peu la même approche que Franco Zeffirelli.
C'est-à-dire que ce sont des metteurs en scène qui travaillent énormément les décors, les costumes, moins, je dirais, l'aspect scénique, dans le sens où euh, ils privilégient, en fait, les chanteurs chantent, ils sont confortablement installés puisqu'ils chantent souvent face publique. Alors ça dépend bien sûr des interprètes, il y a des interprètes qui sont plus ou moins grands comédiens, mais en tout cas, le metteur en scène n'impose pas à ces chanteurs une gymnastique qui les empêcherait de chanter parce que dans des positions compliquées, etc. Là, incontestablement, Mac Vicard veille à ses chanteurs et fait en sorte qu'ils puissent chanter dans les meilleures conditions. Donc, parfois, c'est un peu statique, ça chante face au public, mais au moins, eh ben, on a la voix, je dirais, dans tout son rayonnement. Et ça, finalement, c'est ce qu'attendent les amoureux de l'opéra. Alors, je vous propose maintenant, si vous voulez bien, je vais vous partager, comme je le fais souvent, un PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, OK. Voilà. Alors, euh, la direction musicale donc, sera assurée par Jader Beniamini. Beniamini, c'est un chef italien qui a dirigé La Force du Destin en décembre dernier, si je puis dire, décembre donc 2022. Et d'ailleurs, on retrouve une partie de l'équipe de La Force du Destin, puisque nous avons dans le rôle d'Adriana, une partie de l'équipe, il y a en tout cas Adriana, Anna Netrebko. Bon, bien sûr, je ne vous fais pas le chapitre sur Anna Netrebko. Mauricio Seyusif Evazov, qui est Monsieur Netrebko à la ville, qui est un ténor russe, et qui notamment a chanté chez nous, était un formidable Manrico dans la dernière reprise du Trouvère. Il a notamment un contrut absolument phénoménal, une très grande facilité dans l'aigu, c'est un des rares ténors à l'heure actuelle qui puisse chanter Manrico aussi facilement. Il y a peu de chanteurs capables de chanter ce contrut que pourtant Verdi n'a jamais écrit, mais pour autant, les ténors le chantent et lui le chante formidablement bien. La princesse de Bouillon, c'est donc Ekaterina Semenchuk. Semenchuk, qui a été notamment une très grande Azucena, justement, dans le Trouvert, une très grande mezzo russe aussi, ukrainienne. Je ne sais plus si elle est russe ou ukrainienne, en tout cas une magnifique mezzo, très très beau timbre. Elle était, je le répète, une formidable Azucena dans le Trouvert. Michonnet, alors c'est un personnage dont j'ai peu parlé quand j'ai raconté l'histoire, et pourtant, il est tout le temps là, quasiment, quasiment tout le temps là. Pourquoi? C'est le régisseur de théâtre et l'amoureux transi d'Adriana Lecouvreur. Il ne la lâchera jamais. Il est toujours à ses côtés. C'est un rôle écrit pour baryton, c'est un très très beau personnage que le personnage de Michonnet. Et donc, c'est Ambrogio Maestri qui le chantera. C'est un baryton italien qui a été notamment Scarpia dans une des dernières reprises de Tosca et qui avait été aussi un formidable Dulcamara dans L'Élixir d'amour de Pelli. Formidable Dulcamara. Le prince de Bouillon, c'est Sava Vemic, qui était notre Angelotti dans la dernière reprise de Tosca. Et enfin, l'abbé Chazeuil, c'est Leonardo Cortellazzi, qui était il a chanté chez nous dans un opéra contemporain, euh, dont j'ai oublié, je vais retrouver le nom. Fin de partie, que nous avions donné au Palais Garnier, Leonardo Cortellazzi. Voilà, alors je vous propose deux choses. Je vous propose donc deux extraits. Le premier, le trailer de la production, et je ne résisterai pas ensuite au plaisir de vous faire entendre dans son intégralité l'air Poveri Fiori, le deuxième air d'Adriana Lecouvreur, dans l'interprétation d'Angela Gheorghiu. C'était en 2015 à l'Opéra de Paris. Vous me dites si vous entendez le son ou pas. non. Non, d'accord. Donc, il faut que je reprenne la main. Je reprends la main pour partager le son. Le son n'a pas dû être partagé. Euh, ah, voilà, voilà. Partager l'audio. Hop, voilà. Vous allez me dire maintenant si vous entendez. Oui,
Voilà, je vous fais écouter l'air dans son intégralité. Voilà, que dire, c'est absolument magnifique, bouleversant, l'interprétation par Angela Gheorghiu de Adriana Lecouvreur, c'est l'air du dernier acte, avec le pauvre bouquet de violettes. Voilà. Si vous avez des questions. Je sais pas, vous m'entendez ou pas? Non. Oui, oui, Ah, pardon. je vous entends. Ah non, non, mais on voit effectivement votre enthousiasme totalement communicatif sur cette superbe pièce qui moi, me rappelle aussi Bellini, par certains aspects, par l'aspect mélodique en tous les cas, Oui. de Bellini. Alors effectivement, musicalement, c'est plutôt puccinien, mais l'aspect mélodique, et notamment le tout premier qui est extraordinaire, enfin, la servante du génie créateur, euh, Mhm. c'est quand même extraordinairement bellinien, ça. Oui. Non, c'est vrai aussi qu'il y a des lignes, oui, tout à fait. Ouais. Ça, Il y a toute l'école italienne, puis Bellini, et puis il y a aussi quelques éléments, aussi une dimension aussi wagnérienne, même si elle est en filigrane, mais il y a aussi Wagner qui est aussi un peu présent. Ouais, c'est un mélange. En fait, c'est une synthèse. On sent bien qu'il y a une synthèse. C'est une vraie synthèse qu'il a faite. Mais c'est vrai que globalement, même si c'est vrai que l'élégance, je parlais tout à l'heure de l'élégance de la mélodie, et qui est donc justement une élégance toute bellinienne, mais, mais, euh, mais je trouve ce qui l'emporte au-delà de tout ça, c'est quand même le lyrisme, c'est la prégnance du lyrisme, c'est le lyrisme très prégnant qui, lui, est très, très pouchinien quand même, extrêmement pouchinien, vraiment. Dans la,
je sais pas, il y a quelque chose. Mais en fait, la mélodie, la qualité de la mélodie, l'élégance mélodique est bélinienne, mais comme d'ailleurs, me souviens, je vous en avais parlé quand on avait évoqué les Capulets et les Montaigu, euh, la cantilène bélinienne est une cantilène qui est très éthérée, qui est encore ancrée dans le 18e, qui est dans la grande tradition de l'opéra baroque du 18e, qui a quelque chose d'immatériel dans l'art mélodique bélinien. Or, ce que je trouve chez Chilea, c'est dans ça que je le trouve puccinien, c'est qu'il y a, comment dire, il y a les tripes qui parlent. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la sublimation. Là, on est vraiment ancré dans le réel, enfin ancré dans le réel, même s'il y a une poétisation du réel. C'est ce qui fait d'ailleurs, je trouve, l'originalité de Chilea et de Puccini. C'est en ça qu'ils ne sont pas purement viristes, c'est qu'ils ont cette capacité à poétiser le réel, à le styliser. Et du coup, chez Chilea, on sent cet ancrage, cet enracinement. On sent il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la puissance évocatrice, de la force, et qui n'est pas du domaine de la sublimation, justement. Enfin, me semble-t-il, qui n'est pas du domaine de la sublimation. Et c'est pour ça que je pense plus à l'art puccinien qu'à l'art berlinien, même si vous avez raison sur la qualité de la mélodie, le travail sur la mélodie, l'élégance de la mélodie. Et ça, cette élégance mélodie est typiquement berlinienne. C'est très vrai. Est-ce que vous avez des questions les uns avec les autres? Je ne vous vois pas, hein, je suis désolé. Je lance la cantonade. C'est très bien vendu, on est ravis d'y aller. Merci, M. Nicou. Juste une question, il n'y a aucun risque sur le couple Netrebko Ah, alors, je vous répondrai que, comme c'est vrai que Netrebko, alors je vais vous dire, Netrebko, on dit souvent, oui, elle ne vient pas. La dernière fois, pour La Force du Destin, elle n'a pas chanté, je crois, une ou deux représentations parce qu'elle était vraiment malade. Elle a chanté les suivantes, donc ce qui prouve bien qu'elle était malade. Et du coup, là, en plus, on a un avantage. C'est que Yuri et et, Valzov est avec elle, et ouais. son mari à la ville. Et donc, du coup, à mon avis, comme lui va vraiment vouloir chanter, lui, il se portera pas, il voudra chanter. Donc, du coup, voilà, elle a une motivation supplémentaire si besoin était. Donc, je suis assez confiant. C'est la pression familiale sur le travail. En plus, bon, le rôle est magnifique. Et puis, on sait bien une chose, c'est que comme par hasard, Netrebko, on l'a fait venir sur des productions qui sont de belles productions. La production de La Force du Destin était une belle production. Adriana Lecouvreur aussi. On sait bien que Netrebko, elle n'a pas du tout envie d'être dans des mises en scène où le metteur en scène va complètement repenser l'œuvre. Non, je pense qu'elle a besoin aussi d'avoir un écrin, si je puis dire, à sa mesure, parce que je pense qu'elle a bien conscience de ses qualités. Elle veut un écrin à sa mesure, et cette production est un écrin à sa mesure. Donc, ça fait une autre raison pour elle de se déplacer. D'accord. Merci. Puis, il y a aussi l'idée, vous savez, incontestablement, c'est une production qui a fait date, qui a été captée en DVD. Hein. Ruez-vous sur le DVD existe dans le commerce. Ruez-vous sur le DVD. Et Anga Georgiou a marqué de son empreinte quand même cette production et Kaufman. Je pense que notre ami Netrebko a envie aussi de marquer, de montrer ce qu'elle est capable de faire. Ce ne sera Alors, pas du tout le même type d'interprétation d'ailleurs, je pense, mais bon, voilà, ce sera autre chose. il y a en streaming une version de Netrebko avec Anita Rachashvili dans Oui. le rôle de la princesse de Bouillon et Piotr Beizawa dans le Mhm. rôle de Maurice de Saxe, Bon. et dans la même mise en scène. Ah oui, Qui d'accord, vient, qui vient d'accord. du Met 2019 et Ah qui oui, est ok. absolument sublime. Ah oui, ok. Qui est vraiment sublime. Donc, c'est intéressant de comparer les deux, justement, avec la version Georgiou Kaufman. Ah, pour moi, Urdu, je suis un inconditionnel dans ce répertoire. Hein. Je pense que pour moi, c'est là quand on regarde tout l'historique Urdu dans les rôles entre guillemets qualifiés de véristes et notamment puccinien. Pour moi, il y a elle et le reste, que ce Mais soit enfin les grands rôles, parce qu'elle a interprété aussi la Rondine magnifiquement avec Alania dans une très belle production de Nicolas Joël. Il y a un enregistrement de Madame Butterfly avec Kaufman où elle est mais bouleversante. Il y a des passages, notamment le duo avec Pinkerton est absolument incroyable. Vous avez la chair de poule. D'ailleurs, c'est si vrai que notre ami Ludovic Tézier
auquel on avait demandé, on lui avait dit, est-ce qu'il avait été marqué par des interprétations, est-ce qu'il y avait des artistes qui le marquaient, avait dit qu'à chaque fois qu'il chantait avec Gheorghiu, il était sur scène avec elle, il avait la chair de poule. Il dit, c'est une voix qui me donne la chair de poule. Et pour moi, dans ce répertoire, elle est absolument magnifique. Il y a une sensibilité chez Gheorghiu pour ce répertoire, il y a un frémissement qui est unique, absolument unique. Puis en plus, elle a un timbre qui est d'une beauté incroyable. Enfin là, dans cette terre, pour moi, elle est incomparable. Dans ce répertoire-là, on est bien d'accord. Hein, dans ce répertoire, elle est incomparable. Vraiment. Peut-être dans Tosca, elle a des comparaisons. Tosca, le problème, c'est qu'il y a eu Calas avant elle, et donc du coup, le problème, c'est ça, c'est compliqué. Ah. Mais c'est sûr. Mais sinon, c'est tout à fait. Vous avez quand même une très très grande Adriana Lecouvreur, Magda Olivero, hein, Tout à fait. C'est alors, immense, qui immense. est absolument Ouais. extraordinaire. Ah, elle est super, elle est magnifique. Et qui a des Moi, alors c'est vrai que pianissimili je pense. enfin, qui a Comment? des, qui a des pianissimili et dynamiques extraordinaires. Ah, elle est superbe. Et puis il y a également la Tebaldi, qui était une Ouais. formidable Adriana Lecouvreur aussi. Formidable. Oui, non, Louise Véro, elle est réputée pour ce rôle. C'est exact qu'elle est formidable. Elle est formidable dans ce rôle aussi. C'est très vrai. C'est très vrai. Alors, elle a d'ailleurs beaucoup chanté à la scène. Elle a enregistré au disque aussi, Olivero, je crois. J'ai Oui, oui, l'impression oui, oui. qu'elle a Enfin, enregistré au disque. très peu de disques, parce que pour des raisons quelconques, Ouais, ouais, les maisons de disques n'étaient pas très intéressées. Alors, vous avez raconté tout à l'heure l'histoire d'une lettre. ouais, Alors, c'est intéressant parce que pour Olivero, on a rigoureusement la même situation. Parce qu'en fait, Olivero était une grande soprane. Elle a décidé, enfin, elle s'est mariée et en se mariant, elle a dit j'arrête de chanter. Bon, c'était juste avant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, pendant la guerre mondiale, bah, elle a fait un petit peu ce qu'ont fait pas mal de chanteurs, c'est-à-dire qu'ils sont allés rendre un petit peu, mettre un peu de gaieté auprès des uns et des autres. Bon. Et Chiléa lui a dit, mais écoutez, vous perdez votre temps, vous devez à votre art, au public et à tout le monde, de chanter, parce que vous êtes la meilleure chanteuse de cet opéra. Et donc, je vous demande de chanter. Et donc, elle est venue voir, venez me voir. Donc, elle est allée voir Chiléa juste après. Et donc, Chiléa s'est mis, alors qu'il était pas du monsieur, il s'est mis à son piano, c'est elle qui a chanté. Il était absolument en larmes aussi. Et elle dit, écoutez, vous avez chanté exactement comme je pensais le rôle. Il faut absolument que vous le rechantiez. hmm. Voilà. Ouais, Donc c'est formidable. c'est C'est pareil, c'est génial. une lettre. Et donc elle Bien sûr. s'est remise à chanter et elle a Hmm, chanté le rôle, je sais pas, 113 fois. Enfin bon, un hmm, truc extraordinaire hmm. avec tout le monde. Et il y a notamment une version qui est absolument sublime. Alors évidemment un peu historique comme on dit, mais qui était en 59 à Naples, qui est alors avec en public pour le coup en public, alors avec comment dire le public napolitain en délire qui applaudit partout. Enfin c'est extraordinaire. C'est un truc à Comme dans la, écouter. cette version historique de La Force du Destin avec Tebaldi en 58, à Naples aussi, où l'ambiance est également absolument Ah oui, électrique. électrique. Absolument. Électrique. Ce sont des captations absolument phénoménales. Ah, c'est fabuleux. C'est Hein. fabuleux. C'est vraiment un disque Say, et ils avaient presque. dit d'ailleurs dans le public, Sei un angelo, Sei un angelo. Ils avaient dit à Ah, Tebaldi, Sei un angelo, tu es un ouais, ange, Sei un ouais. angelo. Et oui, non, non, bien sûr, ça c'est grand. Non, mais Olivero, c'est vrai. Olivero, c'est l'interprète, j'allais dire, historique du rôle. Là, je réfléchissais, c'est vrai, plutôt contemporain. Oui, C'est bien sûr. sur ce qui m'a été donné, d'entendre moi, c'est vraiment, et d'ailleurs à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que Gheorghiu, on la voit de moins en moins, on l'entend de moins en moins Oui. à l'Opéra de Paris. Je le regrette infiniment parce que elle reste encore, elle a encore quelques restes, quelques beaux restes. Et dans le répertoire, sauf erreur de ma part, quand je regarde les dernières distributions des opéras Puccini à l'Opéra de Paris, je pense qu'elle n'aurait pas fait tâche et qu'elle n'aurait pas, voilà, faire la comparaison. Non, non, mais pas pour dire que les autres distributions étaient pas bien, mais ce que je veux juste dire, c'est que Gheorghiu, à l'heure actuelle, pourrait également faire la différence. Voilà, Ah oui. me semble-t-il. Me C'est semble-t-il. Je regrette qu'elle ne vienne pas plus souvent chanter. Voilà. c'est la même mise en scène que celle qui est passée au Met en 2019. Oui, c'est Ça ça. aussi, c'est ça, tout à fait. C'est la même. C'est la C'est même. celle qui a fait, c'est vraiment celle qui a fait le Corinne. tour du monde. Celle qui a fait le tour du monde. Enfin, c'est incontestable. Depuis 2010, c'est la D'accord. production qui Bon. s'impose partout, partout. Alors, Voilà. si je vous entends bien, on va pas attendre Varlikovski alors. On va pas attendre quoi? Bon, on va pas attendre la version de Varlikovski. Ah, non, non, non.
Non, et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, je ne suis pas convaincu que Warlikowski soit passionné par le sujet. Je ne pense pas que ce soit ce Ah, genre de sujet. bien sûr. Il lui faut quelqu'un qui soit déséquilibré, il lui faut une approche psychanalytique. Je ne suis pas convaincu. Je veux bien trouver une approche psychanalytique dans la relation entre Maurice de Ah, Sade Violette, Violette, comment? les violettes. Oui, peut-être. Peut-être les violettes. Peut-être les violettes, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que Maurice de Saxe, je pense à ça parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit, mais quand je disais que c'était historique, Maurice de Saxe est également un personnage historique. Il était comte et il est devenu maréchal de France. Il est un des grands héros de la bataille de Fontenoy en 1745. Il faut le savoir, il était à la bataille de Fontenoy et il a été fait maréchal de France suite à la bataille de Fontenoy. Voilà. Donc aussi grand personnage historique. D'ailleurs, au troisième acte, qui n'est pas forcément l'ère le plus réussi de Maurice, il parle sa bravoure militaire, enfin de ses exploits militaires, dans un air qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je préfère de beaucoup son air de deuxième acte, qui est absolument splendide. D'ailleurs, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir, il y a des extraits, alors, je ne sais pas si on en trouve toujours sur YouTube, justement de Jonas Kaufmann dans le rôle de Maurice, et donc de cette ère du deuxième acte absolument splendide, dont j'ai oublié en italien, je ne sais plus quel est le titre de cette ère, mais c'est incroyable ce que fait Kaufmann. Incroyable. Absolument magnifique. Ouais. Mais là, ça sera très bien, hein. Evazov, Netrebko, enfin Ah, voilà. mais, bah, c'est un Oui. opéra là, hein. Donc, Comment? c'est un opéra de diva. C'est ça, c'est un opéra de diva. Il y a pas, enfin, je ne sais pas, mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment de grandes difficultés dans le rôle. Non, On ne monte pas très haut. Enfin, donc, non, c'est non, non. pour, alors, j'ose pas dire une diva vieillissante, parce que les gens vont m'accuser des pires choses. Mais bon, on n'a pas besoin de quelqu'un qui ait enfin, une tessiture extraordinairement large, etc. Mais par contre, effectivement, avoir quelqu'un. Enfin, ce que je trouvais extraordinaire avec Olivero, et du reste aussi avec la Trepclause, c'est que, bon, entre guillemets, ce sont des femmes qui ont vécu. Et ça Mhm. se sent dans le rôle, parce que c'est pas un rôle de jeune soprano. C'est vraiment un rôle dans lequel on doit voir la femme quelque part. Non, mais tout à fait, on doit avoir On la doit femme. l'entendre. Mais c'est un rôle d'ailleurs, c'est sûr que c'est pas Violetta. Violetta, il faut trois tessitures, c'est trois tessitures en une. Le personnage d'Adrienne Lecouvreur est un personnage qui est dramatique, hein, un personnage qui est très, très vite tragique, et donc c'est une tessiture qui est beaucoup plus centrale. D'ailleurs, en fait, l'écriture vocale est une écriture qui balance entre la conversation en musique et puis les grands airs extrêmement lyriques à la Puccini, mais il y a pas mal de conversations en musique. On est dans l'esprit de la conversation en musique. D'ailleurs, on est dans l'esprit qu'on retrouve chez Puccini, mais qu'on trouvait déjà chez Verdi, ce qu'il appelait, ce que j'adore chez Verdi, la parola scenica, la parole scénique. C'est exactement ça. On est dans l'idée de la parole scénique, héritée de Verdi, qu'on retrouve, je le répète, très bien chez Puccini, formidablement, notamment dans la Bohème, on voit très bien cette parole scénique, alors très enlevée au premier acte avec ces quatre artistes qui sont là, mais c'est ce qu'on appelle de la parole scénique. Et ben dans Adriana Lecouvreur, je disais qu'il y a une dimension, je le répète, il y a une dimension comique aussi. Enfin, il y a une dimension, on est dans l'esprit du vaudeville, donc ça n'est pas uniformément tragique. Il y a quelques éléments aussi. D'ailleurs, l'abbé de Chazeuil est un ténor bouffe. Hein. Ça n'est pas un ténor, c'est pas autre chose, c'est un ténor bouffe. Donc, du coup, il y a ces différents éléments. Et c'est certain que Adrienne Lecouvreur, c'est une tessiture qui est assez centrale et qui n'exige pas un aigu rayonnant ou en tout cas planté comme ça. Non. C'est l'interprétation qui prime, c'est la densité, c'est le lyrisme, c'est l'authenticité aussi, parce que on est dans l'opéra, je le répète, dans la tradition vériste, donc il faut apporter cette authenticité, il faut que le public puisse s'identifier au personnage. Il y a toute cette dimension-là aussi dans le personnage d'Adriana Lecouvreur, qui est d'ailleurs, il faut le reconnaître, le personnage absolument passionnant. Alors la princesse Maurice de Saxe est plus fade finalement. C'est pas un personnage qui évolue énormément. C'est le bellâtre, il est là, c'est l'amant, c'est le guerrier, c'est la bravoure. Bon. Les deux personnages finalement, enfin plus intéressants, il y a Adriana, le personnage de la princesse de Bouillon, qu'on aime ne pas aimer, mais qui est en même temps une femme qui est beaucoup plus ambiguë que ça. C'est une femme qui est blessée au troisième acte dans son amour propre. Elle est sincèrement amoureuse de Maurice. Et puis, il y a le personnage capital, je le répète, de Michonnet, qui est un superbe personnage. On ne le dit pas suffisamment. C'est un très, très beau personnage de baryton. Voilà, très délicat,
personnage qui est présent tout le temps, qui n'en fait pas des tonnes, mais qui est là, authentique, en fait, dans son amour pour Adriana Lecouvreur. Voilà. C'est Bon, très beau, écoutez, très, très si beau. vous n'avez pas envie d'aller voir Adriana Le Pouvoir, il faut le dire, hein. Il y aura des places qui vont être certainement prises. Ouais. Oui, mais de toute façon, ça marche bien, hein. Alors, Bien. forcément, ça marche mieux avec Anna Netrebko qu'avec Anna Pirozzi, même s'il nous reste pas assez peu de place. Bon, voilà. Après, c'est très intéressant. Vous parliez de différentes interprétations. J'essaie pas de vous vendre, si je puis dire, ma sauce, mais l'interprétation de Anna Pirozzi sera également passionnante. Pirozzi, qui a été dans La Force du Destin, en alternance avec Netrebko, et qui était dans Le Trouvert. On voyait très bien, en allant entendre les deux interprètes, la différence d'interprétation, la différence d'approche. C'est-à-dire que Netrebko, c'est la beauté, la somptuosité de la voix. Voilà, elle est là, elle se pose, la voix, elle est magnifique, elle est rayonnante, elle est égale sur tous les registres. Le problème de Netrebko, c'est qu'elle chante l'opéra italien comme elle chanterait le russe, comme elle chanterait le français, comme elle chanterait l'allemand. Donc, ce n'est pas une question de style chez Netrebko, c'est une question de beauté purement vocale et d'interprétation, parce que c'est quand même une interprète. Le style, moins. Alors que Pirozzi, c'est le style italien, c'est la compréhension du style. Elle sait ce que chanter l'italien veut dire. Elle chante très régulièrement la Scala de Milan. Elle a été formée à la grande tradition du chant italien. Et donc, du coup, ce que Pirozzi, ce qu'elle perd en qualité purement vocale et en splendeur vocale, elle le gagne en style. Voilà. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. On va pour entendre une voix sublime ou on va pour également entendre un style. Voilà. C'est deux versions différentes. En résumé, faites les deux et faites la comparaison, c'est ça? C'est ça, mais bien sûr, allez d'abord voir Netrebko, puisque vous avez la date de Netrebko, mais vous pouvez toujours, l'opéra étant tellement beau et la mise en scène aussi, c'est intéressant d'aller entendre, ceux qui peuvent le faire, aller entendre Pirozzi, parce que c'est vraiment, je pense que c'est une approche résolument différente, mais passionnante aussi, comme l'était Sa Leonora. Voilà. C'est pas sûr qu'on y est Bon, voilà, voilà ce qu'il vous reste à faire. sur 2 fois. Est-ce que vous Ouais. avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions des uns ou des autres avant de libérer notre ami Bruno? Non? Eh bien, écoutez, merci encore Bruno pour cette présentation toujours aussi passionnante, enthousiaste, qui nous donne envie de passer Noël, la nouvelle année et d'arriver le 19 janvier, hein, pour avoir nos oreilles bien ouvertes. Donc, de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Merci Et aussi. puis, on se retrouve donc le 19 janvier pour ce merveilleux opéra de diva avec effectivement des La étoiles dans le Netrebko. Et la Netrebko. Et la et Netrebko. l'année Voilà, Netrebko. Voilà. voilà. C'est clair. La Netrebko. En tout cas, bonne soirée, merci, et puis passez de bonnes fêtes aussi. Bonne Merci. année. Merci. Bonne fête à vous. Bonne année. Merci. À très vite. Au Merci. revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir.